Bonjour à toutes et à tous. Pascal Schmitter, Crédit Mutuel Investment Manager, le centre de métier de la gestion d'actifs du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bien connu maintenant. Je suis avec Alexis Bossard, le gérant de CMCIC Pierre. On se rencontre maintenant à des espaces réguliers. D'ailleurs, on vous avait promis de vous revoir qu'en janvier. L'actualité est un petit peu plus brûlante. Il s'est passé pas mal de trucs. Vous savez à peu près de quoi on parle. Il nous a paru essentiel de refaire un point, de voir un petit peu ce qui s'est passé pendant cette période-là. Alors, je rappelle juste pour tout le monde que CMCIC Pierre, c'est presque 110 millions d'euros. C'est un fonds qui a un SRI de 6 et qui est retourné en territoire positif en year to date et sur un an qui est à plus 6%. Je rappelle que sur 10 ans, on est à plus 126. Donc, comme annoncé, lorsqu'on lit le dernier reporting en ligne de CMCIC Pierre, on a l'impression, ou pas, Alexis nous dira, de lire un espèce d'effet de ciseau entre j'ai et c'est en territoire négatif, et j'ai pas et ça a bien performé. Alexis, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines ? Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors effectivement, ça a été un petit peu sportif, en particulier le mois de novembre. On a d'abord eu effectivement l'annonce de la seconde vague et d'un reconfinement dans certains pays en Europe. On a eu également l'avènement des élections américaines qui ont apporté de la volatilité sur les marchés. Et le troisième, c'est un événement finalement qui était un petit peu oublié à ce moment-là, mais qu'on gardait un petit peu en tête, c'est l'annonce d'un vaccin. Donc boursièrement, quand on s'était vu en septembre, c'est ce que vous voyez sur la slide, vous voyez, on avait d'abord sur les performances, sur le graphique de gauche, sur les 9 premiers mois de l'année, 3 groupes qui se distinguaient, donc avec les gagnants associés à cette crise du coronavirus, ceux qui étaient finalement en difficulté et ceux qui en souffraient particulièrement. Donc sur le graphique de gauche, vous voyez en bleu, globalement, on avait des acteurs comme Vonovia ou Cigro, qui sont donc des acteurs résidentiels et logistiques qui étaient en performance positive, autour de 10 à 20% depuis le début de l'année. Côté vert, Colonial ICAD, donc des acteurs qui sont exposés à l'immobilier de bureau, à la promotion et à la santé, qui étaient en baisse à près de 35 à 40%, compte tenu des différents éléments associés à la généralisation du télétravail et à l'impact macroéconomique à venir. Et enfin, un troisième bloc, plutôt donc rouge et orange, Pandox et Unibail. Pandox, donc l'hôtellerie, Unibail, les foncières de commerce, qui avaient donc des difficultés associées donc à la collection de loyers d'une part, et également justement à des problèmes bilanciels et de concurrence du e-commerce aggravé, qui pouvaient justement peser sur les cours de bourse de ces acteurs-là. Et comme on vient de le dire, effectivement, il y a eu un vrai chamboulement, entre autres le 9 novembre, avec l'annonce entre midi et 2 d'un vaccin de Pfizer, et on voit finalement sur le graphique de droite la forte remontée. Donc, pour reprendre la parabole, les premiers sont devenus les derniers, et à l'inverse, les derniers sont remontés en pole position. Donc, c'est le groupe Unibail Pandox qui a, pour certains, presque doublé en l'espace de 15 jours en termes de valeur boursière. Et à l'inverse, les gagnants d'hier, donc plutôt associés au résidentiel ou à la logistique, qui ont donc sous-performé depuis justement maintenant le début novembre. Donc on avait par rapport justement au marché plutôt une exposition associée au résidentiel et à la logistique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas bénéficié puisqu'on est effectivement repassé en territoire positif du rebond de ces marchés. Néanmoins, on a légèrement sous-performé par rapport aux indices. Est-ce que pendant cette période, tu en as donc profité pour arbitrer tes positions ? Alors, tout d'abord, ça allait très très vite. De deux, on avait un petit peu réalloué déjà, on en parlait en septembre dernier, dans le cadre surtout de l'immobilier de bureau, je pense à Gecina par exemple, où on considérait que la correction avait été excessive et que quand on se retrouvait à peu près à 40% de décote sur l'ANR, on était effectivement sur des niveaux qui nous paraissaient attractifs. Il y aura effectivement un impact, et on en reparlera peut-être après, sur l'immobilier de bureau de manière générale, compte tenu de, soit la macroéconomie, soit la généralisation du télétravail. Mais néanmoins, on n'a pas forcément beaucoup bougé le portefeuille. Et je voulais juste vous remonter ce graphique, finalement, depuis le début de l'année. On pensait tout à l'heure, on parlait d'un effet ciseau. Alors, vous avez vu qu'il y a eu un chamboulement. Néanmoins, si on prend la perspective sur les 9 premiers mois de l'année, on voit que le rebond finalement des valeurs à la casse reste sur des niveaux où ils sous-performent encore depuis le début de l'année. Je prends l'exemple d'Unibail qui est encore à moins 55% au 23 novembre.
Pandox à moins 33. Et même si des acteurs comme Vonovia ou Sigro, donc de grande qualité sur le résidentiel ou sur la logistique, ont sous-performé sur les 15 derniers jours ou les 3 dernières semaines, néanmoins, elles restent encore en territoire positif. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on a basculé notre portefeuille justement pour suivre cette tendance, cette rotation de la value vers la croissance, qui est à la fois une rotation qu'on a pu voir sur les marchés au sens plus large, mais qu'on retrouve également sur le marché de l'immobilier. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Tu illustres un peu la différence entre relatif et absolu, quoi. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Donc on a effectivement déjà un peu arbitré, comme on le disait à la rentrée, resurpondéré un petit peu la poche de bureau. Ce qu'on a fait par contre, suite à l'annonce du vaccin de Pfizer, ça a été de réinvestir un peu par rapport à l'hôtellerie. L'idée étant justement d'équilibrer toujours à la fois avec 2/3 du portefeuille sur des poches, on va dire, avec forte visibilité sur les cash flows défensives, avec de la croissance assurée, et réallouer un peu sur une partie plus dynamique. Et c'était le cas pour l'hôtellerie dont on était sorti dans la baisse au courant du mois de mars, et on est revenu donc entre autres là récemment sur une valeur qui s'appelle Pandox. Donc Pandox, c'est une valeur suédoise dans l'hôtellerie. Donc il y a, si je vous passe la slide, hop, à peu près de un peu plus de 100 et quelques actifs, exposé plutôt Europe du Nord, donc avec la Suède avec plus de 25% donc d'exposition à la Suède. Vous avez également une exposition à l'Allemagne à 25%, exposition également dans d'autres pays nordiques comme la Finlande ou la Norvège. Donc vous voyez sur la slide ici, donc c'est 156 actifs, un portefeuille de 62 milliards de couronnes suédoises. Ce qu'on aime beaucoup sur Pandox, c'est l'exposition, donc la faible exposition au tourisme international d'une part, et également une exposition donc plutôt à Europe du Nord, une région qui aujourd'hui, aussi bien pour le confinement mais également pour la macroéconomie, semble mieux tirer son épingle du jeu que peut-être l'Europe du Sud. Donc on est sur un redémarrage à la fois un peu du loisir domestique, également un peu un redémarrage de la partie business sur les voyages d'affaires, encore une fois d'un point de vue domestique local. Je pense entre autres à Norvège et à Suède où il n'y a pas de restrictions particulières. Et où, finalement, les taux d'occupation, c'est ce que vous voyez sur ce graphique, justement, donc en slide 14 à droite, en bas à droite, c'est le retour des taux d'occupation. Donc, on était sur des taux d'occupation autour de 55 à 65% avant crise. On est tombé sur des niveaux extrêmement bas, entre 5 et 20% de taux d'occupation. Et si on regarde sur l'exposition nordique, on est revenu sur à la rentrée, septembre et même octobre, sur des niveaux qui sont proches de 50%. On n'est pas encore à 60%, mais on est quand même sur une dynamique qui est plutôt favorable. Et effectivement, alors, toute la question du timing par rapport à l'annonce de ce vaccin est très importante. Difficile de savoir quand les gens vont vraiment de nouveau voyager, travailler de manière un peu comme le monde d'avant. Pour autant, on est sur une dynamique favorable et la décote que l'on avait, qui était plus de 35% par rapport à l'ANR, nous paraissait exagérée. Et donc, on a réalloué un peu plus de 1% à 1,5% donc de Pandox au sein du portefeuille CMC Sepia. Ok, comme toujours, on note la grande précision des réponses et je dirais l'investissement personnel qu'il peut y avoir dans la compréhension des entreprises et leur côté très très proche de la vraie réalité de l'économie. Merci pour ces précisions, Alexis. On voyait tout à l'heure sur ton graphique Unibail encore à moins 55. Est-ce qu'on peut un peu plus focuser sur Unibail? Parce que bon nombre d'entre nous, disons, suivent cette valeur, ont suivi le début de l'année compliqué, et là un rebond important, mais toujours à moins 55. Alors effectivement, Unibail, c'est une valeur qui a fait beaucoup parler d'elle dans la presse, en particulier donc avec l'annonce d'une augmentation de capital qui devait être soumise à l'Assemblée générale le 10 novembre dernier, et également l'avènement donc de troubles faits d'activistes, M. Bressler et M. Niel. Donc M. Bressler, ancien patron d'Unibail, et M. Niel, donc le patron d'Iliad, qui détiennent aujourd'hui plus de 5% du capital et qui proposaient finalement une alternative à cette augmentation de capital. Alors si on prend la poche centres commerciaux, on reste sur quelque chose chez nous qui est sous-pondéré, on n'en a toujours que 2%, mais en relatif, on aurait tendance à privilégier un acteur comme Klépierre par exemple, ou même Mercialis, plutôt qu'Unibail. Unibail, on a un vrai sujet. Alors effectivement, il y a de l'amélioration. Je vous disais, donc le vote finalement qui a eu lieu le 10 novembre a apporté pas mal d'éléments positifs pour Unibail, puisque l'augmentation de capital donc, n'a pas été acceptée à plus de 2/3 des voix au moment de l'Assemblée générale. Ça s'est joué à pas grand-chose. Donc il n'y aura pas aujourd'hui à court terme d'augmentation de capital, qui aurait été très dilutive pour les actionnaires. Vous avez également eu un changement de gouvernance. Donc on a M. Bressler qui est devenu président du conseil d'administration d'Unibail, et on a également un changement de management qui va avoir lieu à partir du 1er janvier avec M. Tritan, donc qui va prendre la tête d'Unibail. Donc on a quand même des éléments qui se mettent en place pour justement changer un peu la stratégie annoncée par Unibail. Pour autant, on a toujours un problème qui pour nous est associé à la dette.
La stratégie donc, de M. Bressler et Daniel est de céder les actifs américains, donc c'est à peu près 15% des actifs d'Unibail, pour justement désendetter le groupe. Le problème, c'est qu'on a toujours finalement un endettement qui est très important, et on a surtout un problème de valorisation implicite des actifs, entre autres des actifs américains. Aujourd'hui, les actifs américains, juste pour donner un ordre de grandeur, sont valorisés dans le bilan d'Unibail à 3,9% de taux de capi, alors que la dernière grosse transaction qui a eu lieu, donc c'était le rachat des actifs de Taubman aux US par Simon Property, ça s'est fait entre 7 et 7,5 de taux de capi. Donc vous voyez, il y a quand même finalement aujourd'hui une décorrélation entre ce que les experts, eux, valorisent, 3,9 pour Unibail, et à l'inverse, les transactions de marché qui se font à 7 et quelques. Et si de manière implicite, on suppose que la valeur des actifs américains passe à 7,5%, on se retrouve finalement avec un taux d'endettement, la fameuse loan to value, qui devrait être largement au-delà des 50%. Donc vous avez finalement aujourd'hui 42,5% au troisième trimestre 2020 taux d'endettement. Et c'est toute cette thématique-là qui inquiète. Il y a une amélioration aussi opérationnelle. On a parlé de la problématique liée à la crise du coronavirus par rapport à la collection des loyers. Donc on est revenu sur des niveaux de collection de loyers autour de 75%, 76% au troisième trimestre. Donc on est encore loin des 95% du premier trimestre, mais on est quand même bien mieux qu'au deuxième trimestre, on était au-dessus des 50%. Donc il y a une amélioration aussi opérationnelle. Pour autant, on s'inquiète sur l'impact de la baisse des loyers à venir, compte tenu des différentes difficultés qu'ont pu connaître les locataires compte tenu de cette crise. Et donc, dans un second temps, 2021-2022, quels seront les nouveaux loyers associés justement pour les locataires? Et deuxièmement, un problème bilanciel propre à Unibail qui fait qu'on reste à l'écart de ce groupe. Très bien, merci pour ces précisions utiles. Comme je le disais, bon nombre d'entre nous se posent des questions sur cette valeur, et c'est bien d'avoir ta lecture. Et surtout, je dirais... Alors, la transition, elle est facilement impactable. Là. Dans cet environnement, et comme on a réduit en fin de compte la fréquence de nos rendez-vous avec vous, on essaie de rester live par rapport au marché, par rapport à ce qui se passe, et il s'est passé pas mal de choses comme déjà évoqué. On peut peut-être, parce que c'est un petit peu aussi ce qui nous caractérise, disons, poser des perspectives peut-être. Alors on peut, clairement j'ai pas de boule de cristal, on en a parlé un peu pour les différents sujets déjà jusqu'à présent, où il est difficile de savoir quel va être le timing finalement d'un retour à la normale. C'est toute la difficulté justement de la situation actuelle, à la fois même psychologiquement, c'est de s'adapter en continu sur un nouveau contexte. Pour autant, même si on met ça de côté, ce qui est intéressant, alors si on prend juste la valorisation du secteur en tant que tel, aujourd'hui on est sur un PE de 15 fois, c'est inférieur à sa moyenne historique. Il n'y a aujourd'hui que 4 secteurs dans le marché qui aujourd'hui se traitent en décote par rapport à leur moyenne historique. Et ces 4 secteurs, ce sont la banque, l'assurance, les télécoms et l'immobilier. Et parmi ces 4 secteurs-là, moi, il y en a un que je vois qui bénéficie de l'environnement de Toba, et à l'inverse, pour les autres, on est dans une situation qui est un peu plus compliquée. Alors, ça ne veut pas dire que les autres, il faut faire table rase et ne pas s'y intéresser. Pour autant, pour l'immobilier, je trouve que les perspectives moyen terme et long terme, dans un contexte où les taux resteraient durablement bas, sont très favorables. D'autant que si on regarde certaines valorisations, je pense entre autres au résidentiel allemand qui reste un point assez important, ou même au résidentiel suédois, un point important de notre portefeuille, il y a certaines valeurs qui aujourd'hui ont été légèrement délaissées, compte tenu justement de cette rotation value grosse, et qui aujourd'hui présentent 5 à 10, voire 15% de décote par rapport à leur actuel ANR. Et quand on considère que dans ces marchés qui sont réglementés, comme la Suède ou l'Allemagne, vous avez un effet de rattrapage à la fois en termes de prix et à la fois en termes de niveau de loyer, on peut supposer que le potentiel d'appréciation de 15, voire encore 20%, c'est quelque chose qui est tout à fait atteignable. Après, pour reprendre ce qu'on disait sur les arbitrages qu'on a pu faire, il n'y a pas eu forcément notre volonté aujourd'hui de changer drastiquement l'exposition du portefeuille. On considère, un peu comme pour l'actualité par rapport au Vendée Globe, les skippers, s'ils veulent aller jusqu'au sable, ils vont pas forcément vouloir prendre trop de risques à certains moments. Et parfois, il faut savoir juste rester confiant, rester sur ses bases, sur ses fondamentaux. Et effectivement, l'exposition qu'on a plutôt scandinave, Allemagne, sur des valeurs comme le résidentiel, où il y a des besoins fondamentaux de se loger, ou la logistique, où il y a vraiment une dynamique de croissance par rapport au e-commerce, on pense clairement qu'il y a encore un potentiel de croissance significatif sur ces thématiques-là. Ok, ça c'est donc pour les perspectives, merci. Elles s'engagent, elles sont engageantes toujours, et c'est ça qui rend l'exercice difficile. Et tu le disais, on ne détient pas de boule de cristal. Je ne sais pas si tu voulais encore faire un point sur une valeur que tu avais arbitrée ou sur une précision supplémentaire.
Alors à la marge, il y avait les résidences étudiantes XIOR, donc c'est une histoire dont on a déjà parlé, histoire européenne, qu'on a effectivement profité un petit peu du trou d'air récent pour renforcer à la marge notre exposition. Il faut savoir qu'effectivement le retour à la normale permettrait entre autres aux étudiants internationaux et entre autres aux étudiants asiatiques de pouvoir revenir plus facilement dans les universités sur place, et donc les quelques points de taux d'occupation qu'on avait perdus à cette rentrée dernière, qu'on avait déjà anticipé, qui devrait se normaliser à la rentrée 2021, on a effectivement aussi profité de ces éléments-là pour renforcer un peu l'exposition aux résidences étudiantes. Ok, super, merci. Je rappelle quand même, disons que CMC-IC Pierre est très très bien classé dans les performances, retour en territoire positif depuis quelques temps, bien, il faut quand même le dire à ce moment précis, disons bien devant ses concurrents, donc c'est toujours une bonne nouvelle, et les souscriptions arrivent de façon assez régulière et l'encours augmente, et on en est ravis vu la qualité de gestion de Alexis. Alors je crois qu'il y a une question, une question d'ailleurs qui est une question purement sémantique de l'immobilier, le triptyque emplacement, emplacement, Ouais. est-ce qu'il a toujours sa valeur, est-ce qu'il change, enfin, que pensez de cette maxime immobilière intemporelle? Alors je pense qu'il y aura toujours moyen de trouver des contre-exemples, mais en tout cas ça reste une maxime qui reste importante, je pense. Alors là, ça me fait penser par exemple à l'immobilier de bureau. On avait pris l'exemple en septembre de Gecina. À court terme, la demande pour de nouvelles surfaces, par exemple dans le quartier centre d'affaires à Paris, reste supérieure par rapport à l'offre. Donc on reste sur une dynamique où finalement le risque reste limité pour Gecina, compte tenu de cet équilibre entre offre et demande. À l'inverse, on peut avoir des inquiétudes par exemple pour les quartiers de la Défense. La Défense, on a déjà à peu près un peu de 30% de demandes inférieures par rapport à l'offre, et on peut supposer que l'offre sera quasiment double, voire triple, d'ici 2023-2024, compte tenu des dernières livraisons. Alors, tout dépend quelles sont les hypothèses que l'on met en face par rapport à la génération du télétravail. Bill Gates mentionnait qu'il y aurait à peu près 30% de notre temps de travail qui aujourd'hui se passerait depuis notre maison. Donc, est-ce que le propos de Bill Gates vaut pour argent comptant? En tout cas, on avait parlé de BNP qui souhaite réduire son nombre de surfaces. On entend régulièrement les acteurs, je pense comme Publicis aussi, qui ont annoncé des réductions, entre autres sur le nombre de loyers payés, le nombre de mètres carrés utilisés par leurs employés, pour finalement un peu à la fois bénéficier de cette tendance justement de flexibilisation du travail, qui est aussi une demande demandée par les salariés. Donc il y a tous ces aspects-là qui confirment quand même que l'emplacement reste un élément clé. Alors pour le bureau, ça va être l'emplacement, ça va être la centralité, le côté de la connexion par rapport aux moyens de transport. Je pense par exemple, on parlait la dernière fois des data centers, ça va être la proximité par rapport au cœur de réseau, au niveau du backbone de réseau fibre optique. Ça peut être pour la logistique, encore une fois, également la proximité des grands centres urbains. Donc on est encore une fois sur cette idée de localisation importante, et effectivement, je pense que ça reste une maxime un petit peu associée aux différents segments qui restent valables. Parfait. Merci pour la réponse argumentée à cette question qui est une maxime, comme on le dit, intemporelle sur l'immobilier. Voilà, donc écoutez, nous on s'était engagé à vous revoir en janvier, on vous voit la fin novembre, le calendrier, on l'a tous un peu appris hier par le gouvernement, par le président de la République. Il nous emmène jusqu'au minimum 20 janvier pour les restaurants et pour l'ouverture éventuelle des restaurants. Voilà, on va se caler pour se revoir autour de février, pour faire un point sur tout ça, et toujours dans la même veine, rester cohérent par rapport aux actes de gestion, par rapport au fait de complètement assumer, disons, ce qui est dit et ce qui est fait. Le juge de paix, c'est la performance, elle est au rendez-vous, et le sérieux de la gestion qu'on souligne et qu'on remercie une fois de plus Alexis pour la qualité de son travail. Merci, très belle journée, à très bientôt. Merci Pascal.